Bonjour à tous, Tête à Clash numéro 69, beau numéro, commence aujourd'hui avec 4 invités. François Sanson. Bonjour Bonjour. Valérie Daubigny. Bonjour. Bonjour. Laurent Arthur Duplessis. Bonjour. Bonjour Laurent. Gérard Delépine, bonjour. Bonjour, heureux d'être là. Et vous allez voir que ces 4 invités ont des compétences qui vont nous être bien utiles pour les sujets qui arrivent. Premier sujet, le Covid. Alors oui, rassurez-vous, on va en parler. On vit avec et c'est, à mon avis, parti pour durer. Ma question aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez que les Français sont assez disciplinés ? Parce que quand on voit les chiffres de contamination repartir, le week-end dernier, c'était 10 000 nouveaux malades. Là, on est plutôt à 7 000 par jour. Quand on voit les queues s'allonger devant les laboratoires, est-ce qu'on peut se dire que les Français font n'importe quoi ? Et à ce moment-là, il faut serrer la vis ? Ou est-ce que vous pensez, au contraire, que les choix du gouvernement qui sont vers plus de responsabilité, autrement dit moins de contrôle, je vous dis ça comme ça, mais je sais que ça va faire réagir, est-ce que vous pensez que ce sont les bons choix ? Voilà, c'est ça les problématiques de ce sujet, et je laisse la parole à Gérard Delépine, qui a un peu préparé la chose. Dans ce débat qui est hautement sentimental, parce qu'il est dominé par la peur, il faut faire un peu appel à la raison. Et pour cela, il faut regarder les faits objectifs. Et là, il suffit d'aller sur l'OMS. L'OMS, maintenant, ne donne plus les chiffres tous les jours, mais toutes les semaines. D'accord. Et on compare 3 pays. Les 3 pays qui portent le masque au nu, c'est la France, l'Espagne et la Belgique. Pardon, l'OMS compare ces 3 pays ou c'est vous qui avez choisi d'aller les chercher ? L'OMS publie les chiffres de nouvelles contaminations hebdomadaires dans chacun des pays du monde. D'accord. Je ne veux pas vous donner les 300... Non, bien sûr, d'accord. Et là-dessus, j'ai comparé les pays européens, parce que ce qui se passe en Amérique du Sud, ils n'ont pas fini l'épidémie, donc il faut s'intéresser à l'Europe, c'est quand même notre continent. Donc j'ai regardé ce qui se passe dans les pays européens. Il y a 3 pays qui ne parlent pas de masques, qui n'obligent pas les masques à être portés. C'est la Suède, la Biélorussie et les Pays-Bas. Et puis, il y a 3 pays qui font un système militaro-policier où on vous taxe dès que vous avez un masque, même si vous buvez un coup, si vous voulez manger dans un train. Enfin, on voit des choses horribles qui se passent tous les jours avec une pression policière insupportable. Oui. Bon. Et on regarde... donc France, Belgique, Espagne. Voilà. Et vous regardez les chiffres des nouvelles contaminations depuis qu'ils ont mis les masques. Et vous vous rendez compte quand le pire... Alors, par million d'habitants, bien entendu. Le pire, c'est de loin l'Espagne, qui impose le masque partout et qui a une catastrophe depuis parce que ça a été multiplié, les contaminations explosent dans ce pays. Deuxièmement, la France, qui est tout de suite après. Et enfin, l'Italie, qui aussi remet du masque partout et a des contaminations qui explosent. Si vous comparez leurs chiffres par rapport à ceux des Pays-Bas, qui sont relativement hauts, ils sont par million d'habitants, qui est intermédiaire. Mais de la Biélorussie et de la Suède, vous voyez qu'il y a presque plus de contamination en Suède et en Biélorussie, un petit peu de contamination aux Pays-Bas et une extrême vague de contamination en France et en Espagne. Gérard, je me permets de vous interrompre, mais est-ce qu'on ne parle pas de pays hautement touristiques, la France, l'Espagne, l'Italie, et de pays où, sans vouloir les offenser, je connais bien la Suède, pour y avoir vécu, ce n'est pas des pays d'attractivité touristique très grande, ni de très grande population, et en plus, la Suède, c'est un pays gigantesque, donc la densité par population est très faible, et je soupçonne qu'en Biélorussie, c'est un peu la même chose. Il faut être un petit peu raisonnable. L'argument du tourisme aurait pu jouer s'il y avait du tourisme. Cette année, le tourisme est mort. Il y a eu 75% de moins en France. Certes. Donc, il faut arrêter cet argument. Ceux qui sont pas partis sont restés. On est quand même 65 millions d'habitants. Il y avait beaucoup de monde sur les plages. Beaucoup. Enfin, personne au monde, je dis bien personne au monde, ne prétend que porter un masque sur une plage peut avoir un intérêt. On nous l'impose. Alors, moi, je veux bien. Le comité scientifique, que j'appellerais plutôt comité Gilead, ce serait plus simple, plus clair. Donc le comité scientifique a dit qu'il faut des essais randomisés pour prouver que la chloroquine marche. Ces mêmes membres avaient dit 5 ans après, et avaient écrit il y a 5 ans, dans une revue internationale, que ça servait à rien. On ne pouvait pas faire d'essais randomisés
dans les épidémies. Il avait écrit. C'est les mêmes qui ont demandé. Et là, pour les masques, on ne demande pas d'études randomisées. D'ailleurs, il n'y en a aucune. Et tous les essais, parce que je me suis essayé payé tous, j'ai fait marcher PubMed, donc la base de données scientifiques, et j'ai regardé quelles étaient les études sur les masques. Oui. Il y a quelques études qui disent qu'en milieu hospitalier, le masque est utile. Ça, c'est vrai. Mais aucune étude mondiale n'a pu démontrer que le masque avait un intérêt pour la population générale. Gérard, il y a un très bon contre-exemple, c'est les pays de l'Asie, enfin du sud-est asiatique, sont exemplaires en nombre de faible contamination, voire zéro contamination. Oui, mais... Or, ce sont des pays qui ont la culture du masque, et ce, depuis des dizaines d'années. Oui, ils ont la culture du masque. Et tout ça. Non, et aussi de la pollution. En Chine, on porte le masque pour ne pas avoir les poumons complètement pourris. Il faut quand même remettre les choses en place. Mais à Taïwan, en Corée, c'est pas le cas. Non, mais attention, ces pays-là, c'est pas le masque qui les a sauvés. Ils se sont battus aux frontières. Vous vous souvenez quand même du Diamond Princess au Japon, et ils ont tous fermé les frontières d'emblée. Que ce soit Taïwan, que ce soit le Japon, que ce soit la Corée du Sud, ils ont d'emblée fermé les frontières. Deuxièmement, la chose essentielle qui nous a coulé en France, c'est la non-séparation des malades des autres. Depuis toujours, dans nos études en médecine, on nous apprend qu'en cas d'épidémie, il faut faire la quarantaine. On sépare les gens malades des gens non malades. Depuis toujours. Et eux, ils l'ont appliqué d'emblée. Et ils ont appliqué une quarantaine sévère. Alors, justement, aux besoins en hôtel et aux besoins par la force. Gérard, la question, c'est la sévérité. Je voudrais la poser à Valérie. Valérie, est-ce que vous pensez qu'on est trop laxiste en France et que le gouvernement, il devrait serrer les boulons ? Non, je ne le pense pas. Je pense au contraire qu'au départ, on a eu une politique la même pour tout le monde, assez aveugle, un peu à l'aveugle. Vous parlez de fin mars, début avril. Voilà. Là, maintenant, on entend beaucoup le mot responsabilité. Moi, ce mot, je l'attendais dès le départ. En fait, c'est ça qui est intéressant, que chaque maire, selon son contexte, puisse agir avec responsabilité. Que chaque personne puisse agir avec responsabilité. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec le masque. Je le porte le moins possible, mais par moments, oui, par respect, même je dirais pour la psychologie des gens que j'ai en face de moi, je le fais. On agit avec responsabilité. Oui, sauf qu'on ne sait pas grand-chose, Valérie. Ce que je mets en face de la responsabilité, et qui là est un vrai venin, c'est la culpabilisation. Et ça, on le sent extrêmement fortement. D'ailleurs, la jeunesse le ressent très fortement. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier clip publicitaire du ministère de la Santé. Pour fêter mamie. Pour fêter mamie. Mamie qui finit aux urgences parce que son petit-fils l'a embrassée, etc. Mais qu'est-ce qu'on met dans la tête des jeunes ? Et j'ai eu des échos de psychiatres, et puis j'ai vu qu'effectivement, à droite à gauche, les services le mentionnaient. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent dans les services psychiatriques, qui arrivent en crise, car ils ont l'impression d'être le Covid. On ne sait pas tout ce que l'on est en train d'inoculer comme maladie psychique dont on va avoir des répercussions à long terme. Okay, mais moi, Valérie, cette culpabilisation... Mais embrasser mamie, on sait que c'est un sujet de contamination. Faux. Je vais les enfants... Ouais. Faux. Là, je mets là. Faux. Allez-y. Les enfants ne contaminent personne. Non, on ne parle pas des enfants. Ah non, mais là, on parle des ados, non, on attention, parle je suis des papy, ados, des jeunes adultes. Je suis papy, j'ai quand même un âge respectable, au-delà de 70 ans. Vous êtes respecté pour ça aussi. J'ai 74 ans, wow, donc j'ai effectivement des risques, moi, de Covid. Éventuellement, je n'ai pas peur parce que j'ai de la chloroquine dans ma table de nuit. Mais bon, donc j'ai des risques de Covid, et je dis bien, je fais la bise à mes petits-enfants avec un grand plaisir. Les enfants en dessous de 19 ans ne contaminent pas. Or, il faut vraiment que les grands-pères aient 90 ans pour avoir des enfants des petits-enfants qui aient plus de 20 ans. Compte tenu de l'âge moyen actuellement où on a les premiers enfants, qui est quand même 27-28 ans, comptez, il n'y en a pas beaucoup d'enfants de plus de 20 ans. Et donc, il y a assez peu de on est quand même d'accord que mamie, elle va être contaminée par son ado. Ah non, par son petit-fils qui a 18 ans, qui a 20 ans, et qui fait la fête en école d'ingénieur. C'est un mensonge. Ah bon ? Un ado de 19 ans ne peut pas contaminer une autre personne. Et c'est les chiffres. La contamination, elle se fait par voie... Alors moi, j'y comprends plus rien. Vous n'y comprenez pas parce que vous n'avez pas compris que le Covid est une nouvelle maladie. Le Covid n'est pas la grippe. Tous les modèles sur lesquels se reposent les simulations qui nous ont fait enfermer sont des modèles de grippe. Or, la grippe se transmet par les enfants dans 30% des cas. D'accord. Le Covid ne se transmet jamais par les enfants. C'est par voie aérienne et par les droplets et tout ça. Par les droplets. D'accord. C'est très bien expliqué par l'OMS, ils le disent très bien. Oui. Tout le baratin sur l'aérosolisation, soi-disant les vapeurs et tout ça, ça n'a jamais été prouvé. Ce sont des
les articles qui en parlent sont toujours des articles de laboratoire, non pas dans la vie courante. On n'a jamais démontré qu'on pouvait... on n'a pas démontré que les asymptomatiques pouvaient contaminer. D'ailleurs, l'OMS a dit que la contamination par les asymptomatiques, c'est extrêmement rare, bon, premièrement. Et ça, c'est très important, parce que si on avait isolé d'emblée ceux qui avaient les signes des autres, on n'aurait plus eu de maladie. Il n'y a pas besoin de masque, il suffit de faire la quarantaine des malades. Okay. Quant aux enfants, sur 27 millions de contaminés, nous n'avons pas trouvé un seul article. Il y a actuellement 4220 articles qui parlent du Covid et l'enfant. Je l'ai fait il y a 2 jours. Eh bien, sur ces 4200 articles, il n'y en a pas un qui montre un cas de contamination par un enfant de moins de 19 ans. Je voudrais en profiter parce que j'ai oublié de le faire et je vous dois vraiment ça, Gérard. C'est que vous avez écrit avec votre épouse Nicole un livre qui va sortir dans les jours qui viennent. Normalement, il va s'incruster à un moment ou à un autre dans l'image. Là, j'en ai juste une copie parce qu'on n'a pas encore d'exemplaire. Il vient de sortir du four, je crois qu'il est dans les camions. Et donc, il s'appelle « Autopsie d'un confinement aveugle ». Et c'est votre critique à tous les deux, concernant ce confinement qui n'est pas assez discriminant pour vous. Ah non, il est clair que ce confinement n'a qu'un seul intérêt, c'est d'empêcher les manifestations et les oppositions. Ouais. Pour le reste, on cite toujours les Chinois. Alors je ne vais pas dire les Chinois trichent, j'en sais rien. Ouais. Mais les Chinois, ils n'ont pas fait un confinement. Ce ne serait pas la première fois qu'ils tricheraient. Non, mais je n'ai pas pu savoir. Ouais. Je n'ai pas d'antenne. Par contre, ce qu'on n'a jamais dit à l'Occident, enfin en Europe, c'est que les Chinois, ils n'ont pas fait un confinement aveugle. Ouais. Les Chinois, ils allaient chercher dans les maisons les gens contaminés et les enfermaient dans du plastique, je ne sais pas si vous avez les images, pour les mettre dans des hôpitaux où tous les Covid étaient réunis. Ouais. Donc, ils ont fait une vraie quarantaine. Ils ont fait en plus ce confinement, parce qu'ils aiment bien foutre la population sous clé, mais ils ont fait la quarantaine. C'est bien dit comme ça. OK. Allez, on va céder la parole à François et à Laurent. François. Oui, alors, moi, enfin, si je reviens à la question initialement posée, Franck, la sévérité qui est quand même ou la responsabilité. On parle de sévérité. Ouais. Alors, là où je rebondis, évidemment, sur ma voisine, si je peux me permettre, c'est effectivement la notion d'infantilisation et de culpabilisation qu'on développe depuis un certain temps. Et qui est d'autant plus hilarante quand on met en perspective les discours qu'on voyait à la télé du masque qui servait à rien il y a encore 6 mois. Et la deuxième chose, et là je vais rebondir aussi sur une autre femme qui a tweeté ce matin, qui s'appelle Nicole de Lépine, n'est-ce pas? Et qui a tweeté que les plus grosses pathologies... de Gérard, Oui, c'est l'épouse de Gérard. C'était le clin d'œil. C'était le clin d'œil. Et qui disait ce matin sur Twitter que les plus grosses pathologies relevées en cabinet étaient effectivement les pathologies respiratoires liées au port du masque. Actuellement. Et qui posent un vrai problème aujourd'hui, puisqu'on sait que les gens ne sont pas spécifiquement disciplinés sur le port du masque, qui peut traîner 3 semaines dans la même poche, et en particulier le fait que ça peut être véritablement pénible dans des longs trajets en transport en commun. Pour avoir traversé la France en TGV la semaine dernière, j'ai eu à le vivre. Voilà. Mais j'ai pas compris Moi aujourd'hui, je dis que la sévérisation sur le port du masque, la délégation qui a été faite au préfet, la descente à un niveau soi-disant local, donc au plus près du terrain, en réalité tout le monde se protégeant à coups de parapluie, on est dans une situation où la France est sous psychose. Oui, mais sauf que François, on parle pas seulement du port du masque. C'est vrai que là, on se focalise sur le port du masque. Mais ce que disait Gérard, c'est il est demandé aux Français de faire une quatorzaine. Alors, elle s'est transformée en septaine, comme ça, même une dizaine, semaine, quoi. Même dizaine, hebdomadaire. Septaine, dizaine. Oui. Mais ça pourrait être ça, le contrôle plus sévère. C'est-à-dire que les gens, ils sont obligés de rester, et il y a des inspecteurs partout, où on les appelle et on les géolocalise. Mais déjà, on les teste même pas de façon obligatoire. Les gens qui sont en test, il y a 5% des gens qui y vont toutes les semaines, tellement ils sont hypocondriaques. Oui. Donc, je veux dire, ça n'a aucun sens en ce moment, cette politique de test. On met 1 million de tests dans la rue, alors qu'on peut être tout à fait porteur. Moi, je connais plus de 90% des gens qui n'ont jamais été testés. Oui. Donc, sinon, en 60 semaines, ce serait réglé, on aurait testé toute la France. Mais je veux dire, c'est pas le sujet. Oui, pardon, 60 semaines, c'est plus d'un an, François, donc ça marche pas. Non, mais enfin, sachant qu'on enlève toutes les personnes qui ne sont pas attestées, ceux qui... Non, mais les enfants, tests etc. ne servent à rien de toute manière. Mais bien sûr, il faut être très clair. Un test en médecine, ce n'est pas une maladie. C'est simplement l'indice qu'il y a la maladie est passée. Le test aurait eu de la valeur si on avait dit, je vous teste, si vous êtes positif, on craint que vous soyez contaminant, ce qui est totalement faux, et on vous traite. Donc si le test est égal à un traitement, ça vaut le coup de se tester. Mais
le test actuellement qui ne démontre pas, quand vous êtes positif, que vous êtes contaminant, c'est une stupidité. Non, puis surtout, il y a ça pas de ne traitement. sert qu'à en donner la peur, de maintenir la panique. C'est le seul but de ces tests. Donc je dis à chacun, je le dis clairement sur le plateau et j'assume devant les tribunaux, les tests en France actuellement, je ne parle pas de février ou mars, avril même, début avril, actuellement ne servent à rien sinon à entretenir la panique. D'accord. Laurent Arthur Duplessis, moi je voudrais vous faire changer peut-être un petit peu d'angle. Une des analyses que l'on entend, c'est qu'en fait, et d'ailleurs Gérard l'a dit, c'est une maladie nouvelle. Finalement, personne ne sait se comporter. Donc, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir peut-être un petit peu d'indulgence par rapport aux dirigeants globaux, je ne parle pas de Macron et de la France, je parle de globalement le monde entier, puisque tout le monde est en train de découvrir comment ça marche. Et ce qui fait qu'on fait une politique, puis on se trompe, on en fait une autre, et puis on dit le masque ne sert à rien, puis après on l'impose à tout le monde. Voilà. Est-ce que ça ne pourrait pas être une manière de voir les choses ? Moi, je suis frappé par le petit nombre de morts à l'échelle planétaire. Oui. Et le fait 1 million environ, c'est ça, voilà. 900 000 au dernier C'est-à-dire moins que la grippe asiatique et moins que la grippe de Hong Kong. Et le fait C'était 2 millions. qu'on ait mis à l'arrêt pratiquement l'économie mondiale. Oui. Et qu'on ait accéléré à la vitesse grand V une crise économique financière qui était déjà en fermentation avant. Mais alors là, le coup de turbo que ça a donné à cette crise est absolument prodigieux. Oui. Et on n'a encore rien vu, d'ailleurs, en ce qui concerne la crise. Oui, vous êtes très pessimiste. On a échangé juste avant l'émission. Vous voyez une grosse vague d'hyperinflation d'un certain... Oui, parce que là, la planche à billets... Expliquez-nous ça c'est passionnant. Les banques centrales ont augmenté encore leur volume de création monétaire pour perfuser les acteurs économiques en souffrance à cause de coronavirus. Oui. Non, à cause du confinement. À cause du confinement. Oui. Et de ce fait-là, les syndromes précédents qui étaient déjà une hypertrophie de la création monétaire par les banques centrales se sont aggravés fortement. Et une énorme dette mondiale de tous les pays, les États-Unis en premier, mais beaucoup d'autres... Et comme L'Europe l'indique est pas loin, l'école autrichienne d'économie, enfin je ne vais pas entrer dans ce détail, eh bien, quand il y a de telles créations monétaires, à un moment donné, ça produit ce qu'on pourrait appeler la weimarisation de l'économie, comme sous la République de Weimar dans les années 20, c'est-à-dire une perte de confiance dans les monnaies à un moment donné, et du coup une hyperinflation, non pas par hypertrophie de la demande, mais tout simplement par perte de confiance dans la monnaie. Et ça, c'est à un moment donné inéluctable. Et cette affaire de coronavirus a accéléré cette course en avant vers l'abîme monétaire. Et c'est pour ça que je suis frappé par la modicité du nombre de victimes, et parce que vient de nous expliquer le docteur Delépine sur justement cette espèce de psychose invraisemblable cultivée par les médias, par une partie du corps médical, celle qui a la parole dans les médias en l'occurrence, et par les gouvernements. Qui sortent le parapluie tellement ils ont peur des procès aussi, etc., parce qu'on est dans une société hyper sécuritaire. Et les opinions publiques sont fautives aussi, parce que les gens sont tellement sécuritaires qu'ils ont peur de leur ombre maintenant. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que c'est ça aussi qui expliquerait le fait qu'il n'y aura pas de reconfinement, parce que finalement, on a vu à quel point le confinement était délétère pour l'économie, et que même si on pourrait se dire il y a une deuxième vague qui arrive, si on part sur les mêmes critères que mars, je sais qu'on a... Il n'y aura pas de reconfinement total. D'ailleurs, il n'y aura pas de deuxième vague parce que ce n'est pas l'habitude des viroses. Dans les viroses, il n'y a jamais de deuxième vague. Il faut être très clair là-dessus. Enfin, si, sur la grippe espagnole. Parce qu'il évolue. Non. La grippe espagnole a été suivie d'une deuxième vague extrêmement mortifère, c'est vrai, La plus grosse, oui. mais elle n'était pas virale. Ah oui. Elle était bactérienne. C'est ce qui n'est jamais dit dans les médias. C'est-à-dire... Là, vous m'apprenez quelque chose. Elle était bactérienne, ok. C'est-à-dire que les morts ne sont pas morts d'une virose, ils ne sont pas morts de grippe. Ils sont morts de pneumonie, de toutes sortes de choses, parce que c'était une époque où on n'avait pas d'antibiotiques. Or, on sait bien que les vieux qui meurent de la grippe, ils ne meurent pas de la grippe, la plupart du temps. D'ailleurs, on parle d'une surmortalité hivernale, on ne parle pas de mortalité de grippe. Ils meurent de complications infectieuse de la grippe. C'est ça. Si je comprends bien, la grippe espagnole, il y avait une surinfection bactérienne. Il y a eu d'abord une première crise virale vraie, très importante et mondiale, mais qui n'a tué presque personne. Enfin, ça a tué un peu, comme la grippe ordinaire. Quelques millions quand même. Non, pas la première vague. C'est la deuxième vague qui est arrivée sur
des organismes fatigués et dénutris parce qu'on était sortis de guerre. Les Allemands étaient dans un état sanitaire épouvantable. Ils n'avaient pas mangé, ils avaient trop peu mangé pendant très très longtemps. Donc c'est ce choc des organismes dénutris dans des conditions sanitaires dégueulasses et qui en plus avaient été affaiblis par une virose, ils ont attrapé toutes les bactéries qui passaient. Et ils sont morts de bactéries. D'accord. Donc, depuis qu'on a des antibiotiques, un tel schéma ne peut pas se reproduire. Alors, pour le SRAS, il n'y a jamais eu de deuxième vague. Pour le MERS, il n'y a jamais eu de deuxième vague. Mais pardon, Gérard. Et pour la grippe, il n'y a jamais de deuxième sauf vague. Que ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a vu une chute des cas, une augmentation des hospitalisations, une chute des cas progressive, et là, on est en train de revoir le nombre de cas, ou en tout cas de gens qui sont contaminés. Oui, je n'aime pas le cas parce que le cas, ça fait croire que les gens sont malades. Oui, puis ça donc veut pas il faut dire de gens positifs. D'accord, soyons clairs. donc de gens positifs. Alors ça, c'est une création du confinement. D'ailleurs, vous devriez tous regarder le rapport 9 de l'Imperial College, qui a été la source officielle du confinement, qui promettait 500 000 morts en France si on ne confinait pas, et 70 000 morts en Scandinavie s'ils ne confinaient pas. Ils en sont à 6 000. Ils n'ont jamais confiné. Vous parlez de la Suède, c'est le seul pays qui n'est pas confiné en Scandinavie. Non, les Pays-Bas n'ont pas confiné. Oui, mais ce n'est pas en Scandinavie. Mais pardon, oui. c'est juste un petit détail. Alors, Danemark et Norvège ont confiné. Eh bien, ce qui se passe en Suède, il n'y a pas de seconde vague. Donc, si vous mettez à l'abri des contaminations la population un certain temps, vous risquez, à la levée de ces mesures, quelles qu'elles soient, de voir une seconde poussée de contamination. Ce qui est en train de se passer. Oui, mais c'est heureux. Moi, j'appelle de tous mes vœux que ça continue et que ça s'accélère. On crée actuellement une immunité collective qui est tellement mais ça, tellement c'est 60%. souhaitée. On sait que c'est... Non, personne ne sait. Non, personne ne sait. Mais c'est pas 10%, Gérard. Non, mais attention. Mais d'abord, on ne sait pas quel est le taux de positivité dans la population. Parce que là, on fait des tests qui sont des tests qui ne sont pas des tests anticorps. Hein. C'est des tests où on recherche des séquences de virus, qui est des morceaux de virus qu'on amplifie. Et selon le nombre d'amplifications, on peut faire apparaître du virus, même s'il y en a un sur un milliard. D'accord. Bon, et donc, on ne donne jamais le nombre d'amplifications réalisées. Alors ça, c'est très important parce que ça témoigne du nombre de virus. Donc, et en particulier de la possibilité de contaminer ou pas. D'accord. Bon, alors là, on regarde simplement les gens qui en ont actuellement. Mais on ne regarde pas ceux qui en ont eu. Alors, on détecte beaucoup de ceux qui en ont eu par ça, parce qu'il reste des traces pendant longtemps. Mais on ne sait pas combien de temps, ça n'a pas été fait. Donc, vous ne pouvez pas du tout dire qu'on a la 5 aussi. D'autre part, vous ne pouvez pas non plus dire qu'il faut 60% pour que la population soit couverte. C'est ce qui a été dit. Je le reprends bêtement. On va donner un exemple très bête. Hein. La rougeole. La rougeole, on nous dit il faut qu'il y ait 60%. Bon, d'accord. Aux États-Unis, ils ont 90% des gens vaccinés et des anticorps. Il n'empêche qu'ils ont déclaré que la rougeole avait disparu. Sauf que vous avez régulièrement des petites poussées de rougeole et qui touchent les gens vaccinés. Donc, il faut arrêter. Hein. On ne sait pas du tout pourquoi une épidémie part. Et pourquoi la grippe part ? Ce n'est pas parce qu'il y a 60% de la population qui l'a eu, c'est pas vrai. On n'en sait rien. Certains, Gérard, disaient que le Covid allait disparaître à l'automne. Et il n'est pas du tout en train de disparaître. Allait disparaître à l'été, il n'a pas disparu. Non. Le Covid, alors, il faut bien séparer. Le coronavirus, MERS-2, qui est un virus, et le Covid-19, qui est une maladie. Nous disons que le Covid-19 a disparu. Je le maintiens. Il y a extrêmement peu. Alors, on nous a dit, attention, à Marseille, c'est catastrophique, la réa est saturée. Marseille, Bordeaux, oui. Non. Vous avez regardé les chiffres hein. Ils ont réduit les services Covid de réa à Marseille de 14 à 12 lits. Bon, non, à 14 lits. Hein. Je rappelle qu'il y a 150 autres lits qui sont vides. Bon. Et puis là, après, ils sont passés de 12 à 14 et ils pleurent en disant c'est dramatique. Soyons un peu sérieux. Ce qu'il faut voir, c'est combien de malades au niveau national. Parce que sur 90 départements, vous avez de temps en temps un cluster. Alors moi, sur cette information que j'ai eue cette semaine, je la tiens de sources extrêmement sûres sur l'hôpital de Bordeaux, j'ai appris qu'en fait, autant sur la première vague, ils ont été amenés à Bordeaux à soigner des gens venant de l'Est et de Paris en délestage. Je me souviens des TGV. Voilà. Et la deuxième, là, par contre, il y a une vraie reprise. Et c'est là que j'ai été un peu alerté quand même par le sujet. Il y a une vraie reprise. Et alors, on n'est pas à la saturation, mais des cas réels de Bordelais purs et durs du coin, hein, et pas de souci. Hospitalisés, donc hospitalisés, sous respirateur. Voilà, absolument. Non, combien c'est pareil. Alors, combien Soyons sérieux. On a tous les jours. C'est pas combien, c'est de toute façon beaucoup plus de gens locaux que de ceux qu'ils ont accueillis au mois de mars. Bon, c'est possible. Donc, une région qui n'a pas eu la première vague
fait sa première vague plus tard. Ça se voit très bien aux États-Unis, dans les États. C'est tout à fait possible. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça se passe. Donc les départements qui ne l'ont pas eu, ils vont l'avoir. C'est clair, parce que le virus est effectivement généralisé dans la population. Mais je sépare bien le virus de la maladie. Ah mais complètement, oui, bien Alors, sûr. ceux qui n'ont pas eu de première vague... Et de la façon de décompter la maladie aussi, puisque aujourd'hui, on a vraiment un souci où on ne sait pas si les gens sont morts de la Covid, puisqu'on doit la féminiser, paraît-il, ou au contraire, simplement porteurs du virus et d'une pathologie externe. Et aujourd'hui, on sait qu'en Belgique, enfin du moins on soupçonne qu'en Belgique, la comptabilité des décès liés à la Covid a été en particulier biaisée par le fait qu'ils ont testé à tout va et post-mortem pour justement classer très vite. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une volonté encore de psychose? Non, il y a une volonté. Il y a une volonté bureaucratique dans beaucoup des pays parce qu'on a accordé de l'argent larga manu à ceux qui étaient Covid. Vous mouriez de pneumonie, je vais vous donner un chiffre faux, 3 000 €. Vous mouriez de Covid, 6 000 €. Bon, tous les directeurs... Vous voulez dire, pardon, j'ai pas compris, on ne donnait pas de l'argent aux gens qui allaient mourir, on donnait de l'argent aux services, aux hôpitaux, pour les qu'en soigner, c'est ça? Qu'en France, on est au budget global. Donc c'est en fonction de l'activité. Oui. Et l'activité Covid a été surcotée. D'accord. Et donc, juste une petite et aux question. États-Unis, par exemple, ça a été beaucoup plus fort. Parce que Trump a eu le culot de dire « Oh là là, ces pauvres gens qui n'ont pas de sécurité sociale et qui n'ont pas les moyens de se payer l'hôpital, ils vont mourir du Covid. » Donc, l'État fédéral va payer pour tous les Covid. Moralité, tous les hôpitaux qui avaient des malades qui n'étaient pas des Covid, mais qui avaient besoin de soins, ils ont pris en disant c'est COVID. D'ailleurs, le CDC, le Centre de Control Disease d'attentats américain, estime qu'il y a 6% des malades déclarés Covid qui sont vraiment morts du Covid. D'accord. C'est une annonce officielle. Est-ce qu'un virus est plus fragile qu'une bactérie? Les autres sont morts avec du Covid. Oui, c'est ça. Et encore, n'oubliez pas qu'en France, dans les EHPAD, on a déclaré mort du Covid tous les gens sans jamais les tester, puisqu'on n'avait pas le droit de tester les vieux. À plus de 2, oui. Et que beaucoup ont su du Rivotril sans diagnostic de Covid. Oui, enfin, pardon, mais juste... dans certains EHPAD, il y a eu des surmortalités gigantesques. Donc, c'est pas par hasard. Ces gens-là, ils sont pas morts d'être tombés dans les escaliers. C'est forcément... Attention, deux éléments. COVID. Un, ça a été organisé par le gouvernement. Je dis qu'il y a eu massacre de nos vieux par le gouvernement. Pourquoi ? Ils ont dit qu'il ne faut pas prendre les vieux dans les hôpitaux parce que les hôpitaux sont surchargés. Oui. Je sais, moi, directement, que les cliniques étaient vides à cette époque. Et qu'elles étaient à l'arrêt, qu'elles attendaient les malades et que les ARS refusaient Ils avaient arrêté leur toutes les opérations non Covid. Oui. Bon. Donc, ça a été un mensonge. Donc, on a interdit aux vieux d'aller consulter à l'hôpital. On a dit, de toute manière, si vous étiez à l'hôpital, on ne vous traiterait pas. Il n'y avait pas de traitement, sauf l'aspirine. Et on ne vous mettrait pas en réa. Bon. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Au lieu de les isoler, de les mettre dans les hôtels 4 étoiles qui n'avaient personne à ce moment-là, ça aurait été sympa, on les a renvoyés dans leurs EHPAD. Donc on a créé, et dans les EHPAD, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de matériel. Tout le monde le sait, cela. Donc on a créé des clusters. On leur a dit, vous ne verrez plus votre famille. Alors ça, encore en plus. Alors ça a facilité le syndrome de glissement, que tout le monde connaît. Lorsque vous coupez un vieux de ses jeunes, il meurt. Et qui recommence. Hein. Alors, et oui, et qui est absolument. Et ça, c'est une chose abominable. Moi, je suis vieux, je dis, je veux voir mes jeunes, même si un jour, un 30 ans me file le Covid, je veux mourir du choix de mon choix et non pas d'autre chose. Juste une petite question. Dernière question et réponse rapide. Plus fragile que la bactérie, non? Il survit moins non, facilement. Ça dépend. Non, le virus ne peut pas se reproduire en dehors d'un organisme vivant. Oui, c'est la différence avec la bactérie. Bon, moi, je voudrais quand même dire, je me permets de dire un truc. Hein, c'est juste que je serai plus jeune que Gérard quand ma première petite fille aura 20 ans. Daniel, elle a 19 ans. Allez. Moi aussi, j'ajouterais bien une chose. En une phrase, un autre venin qui est extrêmement pernicieux pour l'unité nationale, c'est que l'État fasse peser sur les commerçants, sur les artisans, sur les restaurateurs, la poigne pour obliger les gens à mettre leur masque. Je l'ai vécu des dizaines de fois. Mettez votre masque, madame, parce que je risque la fermeture administrative. Vous voyez, on est tous tenus. Au début, je parlais de la culpabilisation. Elle est là aussi. Et ça, c'est du venin. Et ça, on va le payer également, à mon avis, longtemps. Je peux en témoigner chez le boulanger. Moi, je ne vais plus au restaurant. Je vais plus au restaurant et je vais pas dans les magasins. On va arrêter ce débat-là. L'économie, mais Valérie, vous parlez d'unité nationale. Dans quelques secondes, on va se retrouver parce que justement, un des éléments du sujet suivant, c'est l'unité nationale. Allez, à rendez-vous dans quelques secondes. À tout de suite.
Rebonjour. Sujet numéro 2, justement, l'unité nationale. Allez, ce sujet, c'est le discours d'Emmanuel Macron, que j'ai demandé à chacun de lire. Certains l'ont écouté, mais le lire ou de le regarder jusqu'au bout. Discours d'Emmanuel Macron début septembre pour célébrer les 150 ans de la République. Alors, la République, cours d'histoire super rapide. 1792, première République. Elle dure quelques temps. Pas longtemps, Napoléon arrive. 1848, deuxième République. Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la République, vraiment dans les règles, et il va faire un coup d'État, il va devenir Napoléon III. Deuxième République. Troisième République, toujours Napoléon III, chute du Second Empire à Sedan, Troisième République, Gambetta et tout et tout. Et c'est ça, justement, que célébrait Emmanuel Macron, en plus, en donnant la nationalité française à un certain nombre de citoyens qu'il avait bien mérité. Il y a eu un long discours. Je trouve que ce discours est très intéressant, plein de valeurs, assez inattendu, pour moi, assez inattendu. Et je voulais en demander aux invités ici ce qu'ils en pensaient. Et on en a discuté, hein, Valérie et moi, juste avant, et je voulais commencer par vous, Valérie. Alors effectivement, j'ai regardé ce discours, j'ai regardé Emmanuel Macron le prononcer avec tout son talent d'acteur. Et puis surtout, je voulais le voir dans son contexte. Donc ça se passait au Panthéon, vous l'avez dit, 5 personnes qui recevaient la nationalité française à cette occasion. Disons-le au passage, 5 personnes tirées sur le volet. Une chercheuse péruvienne, un médecin, une femme médecin libanaise qui est déjà chef de clinique ici, une autre, un ingénieur anglais. C'était pas Mathieu, Nora, Patricia, Catherine, tout ça, Anna. c'était pas ceux que l'on voit aux portes des préfectures faire la queue. Faire la queue. Okay. Voilà, donc ça il faut le dire parce que derrière ce discours. Vous dites surprenant, Franck. Moi, je ne l'ai pas trouvé très surprenant. Je l'ai trouvé beau. Certaines phrases ont sonné comme du miel à mes oreilles. Qu'est-ce qui a sonné comme du miel? Ce qui sonne, c'est ce qui me touche. C'est la culture, c'est la langue. La langue, c'est ma patrie, dit Camus, etc. Tout ça a sonné comme du miel. C'était un très beau discours. J'y ai quand même décelé des incohérences. Et puis surtout, je l'écoutais et je me disais, mais quand va-t-il prononcer le mot « France » ? Et à la fin, j'ai fait une petite recherche à partir du texte. 31 fois « République », 2 fois « France », y compris le « Vive la France » final à laquelle il ne pouvait pas couper. D'accord, mais il a dit, à défaut de France, il a dit français, français, français tout le temps. Hein. Ok, en attendant, il nous a parlé de la République en nous disant des phrases, et il y a des phrases que j'ai trouvées extrêmement étonnantes. La République, c'est une transmission. Alors, moi, j'entends la révolution, c'est une rupture. Il ne faut quand même pas oublier la chose. La République commence bien avant la République elle-même, sans parler de la France à ce moment-là. Je trouve même que ça, c'est un tour de force. Oui, ce qu'il disait, c'est les ferments de la République, les Lumières par exemple, ont commencé bien avant la République. C'est peut-être ce qu'il a voulu dire. Il voulait peut-être nous faire un petit cours d'histoire. En attendant, il ne nous parlait pas de toute l'antériorité. Donc j'ai écouté dans son contexte le Panthéon, le discours, ensuite la remise des dossiers de naturalisation à chacun, le mot qu'il dit à chacun, et il dit « je compte sur vous ». Je compte sur vous. Il l'a dit aussi aux jeunes qui étaient là. Il y avait des collégiens qui étaient venus pour assister. Je compte sur vous. Et moi, quand j'entends ça, je me dis, il vient de nous bassiner avec la République pendant tout son discours. Et là, il nous dit « je », mais serions-nous en monarchie ? Et ce côté-là, il a beaucoup de sens, à mon avis, Franck, parce que petit à petit, en France, on s'interdit presque de remettre la République en question. La République égale la France. Or, ça n'est pas vrai. Et il est au contraire extrêmement sain de se poser la question du régime périodiquement, de se la poser froidement, sainement. Et là, on a l'impression que les verrous autour de la liberté de parole sur cette question se ferment peu à peu. C'est comme ça que je l'ai ressenti. En plus de l'erreur historique, en tout cas du flou historique. Donc ça, voilà les points qui m'ont vraiment laissé très perplexe, d'autant plus que sur ces questions de naturalisation, je vous disais, ces 5 personnes triées sur le volet, alors que dans le même temps, on sait très bien qu'il y a tout
toute une pression, notamment portée par Marlène Schiappa, après, en s'appuyant sur le rôle de tous ceux qui ont été premiers de corvée, on les appelle comme ça, pendant la période Covid, en disant, voilà, ceux-là, ils ont vraiment mérité, allez, raccourcissons les délais pour obtenir la nationalité française. Donc tout ça, voilà. Et on parlait au début de ce qui avait coulé comme du miel dans nos oreilles sur la langue française. Magnifique, très beau, moi je jubile. Et puis dans le même temps, on sait très bien qu'à cette rentrée, moi j'ai déjà eu des retours de professeurs dans des collèges qui donnent des exercices ineptes, à peine écrits en français, aux collégiens, et qu'en fait on ne le transmet plus, cet amour de notre langue. Voilà les incohérences. Merci. Valérie, François Sanson. Merci Valérie, parce que oui, je partage une grande partie. Moi, je l'ai observé aussi, et je l'ai écouté, et je l'ai relu du coup à l'occasion de la préparation. D'abord, j'ai trouvé c'est du beau Macron, comme on le voit assez régulièrement. Parce que je pense qu'entre lui, déjà, qui ne doit pas être trop mauvais à la plume, et deux, ses auteurs ils travaillent à peu près bien, je pense. Moi, ça m'a rappelé assez vite, et donc ça m'a aussi fait déchanter, malheureusement, le discours des Bernardins, où il avait fait et puis voilà. C'était un discours au niveau pour l'Église. Il y avait les Bernardins devant la conférence des évêques de France, au Collège des Bernardins, et où il avait vraiment essayé de porter haut, sans parler de culture chrétienne de la France, parce qu'il ne peut pas non plus se compromettre, mais enfin, il avait quand même manifesté le fait qu'il allait apporter une forme d'aide. Et ça avait beaucoup choqué des laïcards. Certainement. Des laïcs. Et là, on se retrouve... alors, il y avait aussi le discours qui m'avait beaucoup impressionné, donc on est dans la même lignée de la mort du colonel Beltrame, aux Invalides, où il avait été plutôt brillant, où vraiment on se disait, il est chef, quoi. Voilà. Malheureusement, l'histoire a passé. Le discours des Bernardins est resté un discours. D'accord. Les actes antichrétiens en France sont de plus en plus, c'est colossal, de toute façon on ne les compte plus, et ça peut faire l'objet d'un autre débat. Là, il exprime dans son discours, on voit bien que c'est le discours de la chance pour la France, d'une immigration fantastique, on parle de Félix Eboué. C'est pour ça qu'il disait « je compte sur vous », en fait. Oui, il aurait pu dire « la France compte sur vous », déjà, comme l'aurait dit De Gaulle, on va dire, ça aurait été un peu plus noble. Et puis, effectivement, cette grande tentation de vouloir rester monarque dans la posture, en mettant en avant, c'est une forme d'oxymore, je dirais. Et là, ce qui m'a particulièrement choqué dans les lettres, c'est notamment le fait qu'il évoque, en coup de vent, finalement, l'histoire française, en disant « du sacre de Reims à ceci et cela ». Qui comprend ce qu'il voulait dire dans ce discours en parlant du sacre de Reims? Oh, pardon, mais il parle de Gambetta quand il parle de Félix Eboué. Le sacre de Reims, c'est pas Gambetta, si je peux me permettre. Je pense que c'est passé beaucoup plus vite que les hommes de la République du 19e siècle, qui effectivement sont mis à l'honneur, je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, il a mis plus à l'honneur nominativement des gens que de parler du sacre de Clovis. Et quelque part, quand même, les racines chrétiennes de la France, elles sont bien là. Et il dit du sacre de Reims, dans le principe de ne pas déboulonner trop les statuts. Il met en place le mot séparatisme qui devient sa nouvelle... sur les statuts, il est très clair. Hein. Il dit, alors j'essaye de retrouver le truc, il parle de dire la France, c'est pas un endroit où la cancel culture, ça n'existe pas. Oui. Culture de la... Non, mais j'ai dit que le discours était beau et que le contenu était tout à fait respectable. Encore une fois, c'est qu'est-ce qui va arriver. Je comprends. C'est la posture derrière qui m'intéresse. Bien sûr. Voilà. Merci François. Laurent Arthur Duplessis. Oui, je partage cette opinion. C'est-à-dire qu'il y a des notes à la Bainville ou à la Zemmour dans le discours. À la Bainville ou à la Zemmour? Jacques Bainville. Ah, ça c'est OK. Non, je vois très bien, mais alors Bainville-Zemmour, j'ai eu je me souviens qu'on a eu une fois Freud et puis je ne sais qui, c'était... C'est-à-dire justement cette continuité de l'histoire de France sur 1000 ans, avec tout de même l'allusion au sacre de Reims, avec l'idée justement que la République n'est pas née uniquement de la Révolution, mais qu'elle avait des prémices avant tout de même. Et bien avant les Lumières dont j'ai parlé. Bien avant les Lumières, puisque déjà chez Jean Baudin, au XVIe siècle, il y a déjà des traces d'État-nation et des notions de contre-pouvoir au monarque, etc. Mais quand un président de la République comme Macron s'est permis de dire qu'il n'y avait pas de culture française... À l'époque, oui. Quand il s'est permis de dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, or que l'empire colonial français tel qu'on l'a connu
c'est la Troisième République qui l'a fait principalement, notamment du temps de Jules Ferry. Ouais. Grand républicain s'il en fut. Bien sûr. Même si la conquête d'Alger date de mémoire de Charles X. Oui, elle a commencé en 1830 sous Charles X parce qu'il fallait empêcher les pirates barbaresques, qui étaient des islamistes pur sucre, d'emmener en esclavage, et des esclavagistes, d'emmener en esclavage justement les équipages et les passagers des bateaux de commerce qui sillonnaient la Méditerranée. Et en fait, quand un président de la République française s'est permis de dire ces choses-là que je viens de citer, comment peut-on accorder le moindre crédit à ce discours un peu zémourien, un peu bainvillien, qu'il a probablement lu parce qu'il n'a pas le temps d'écrire ses discours et que c'est le normalien de service qu'il a écrit. Il paraîtrait qu'il passe beaucoup de temps à lire, à modifier les discours, et que ça casse un peu les pieds de ceux qui les écrivent. Oui, mais enfin, bon. C'est vrai qu'on songeait à la plume, là. Mais en tout cas, ce ne sont là que des mots. Ce ne sont là que des mots et on attend des actes. Mais est-ce que ce n'était pas une manière quand même pour le président Macron de dire j'ai un peu dit une connerie sur la culture française qui n'existait pas Parce qu'il ne fait que citer des Français les plus célèbres qui ont marqué leur temps. Imaginez comment le bon peuple de France peut lui prêter une colonne vertébrale avec des retournements aussi acrobatiques. Ça tient plus de l'élastique que du corps solide. Franck, j'attire une certaine attention à au propos. Il ne met pas en avant des Français parce qu'ils sont Français. Il met en avant des Français issus de l'immigration. Non, c'est valable pour Léon Gambetta. Mais quand et Marie Curie. Non, pardon. C'est exactement là qu'il Dumas, développe... Zola, Malraux, Césaire. Malraux français, Hugo français, Dumas français. Césaire n'est pas de l'immigration, je représerve, effectivement. Non, mais je veux dire, il cite ça dans la même phrase, Césaire, etc. Absolument. Alors que les autres personnes, ils développent leur origine. Et il les met en avant à ce titre-là. Félix Éboué, il en parle comme ça. Absolument. Fils d'esclave, Marie Curie, deux prix Nobel. De polonaise. Voilà. Donc on a vraiment aujourd'hui aussi cette teinture valorisant l'immigration. Un petit glissement sur l'Europe quand même comme il faut. On a quand même un discours qui est quand même tout à fait dans la bien-pensance actuelle. Voilà, pas se tromper non plus. Les notes zémouriennes ne sont que fugaces. Tout à fait. Nous, on les décèle. Parce que d'abord, Zemmour aurait pu se parler des... Voilà, nous les décelons parce que nous sommes des passionnés de Zemmour. Et donc, nous sommes des détecteurs de traces. Voilà, mais en poids, effectivement, c'était ça le gros... Gérard Delépine, vous aussi, vous avez fait vos devoirs. Oui. Vous l'avez lu, ce discours de 4 pages que j'ai devant moi. Ce discours est typiquement un discours de président, ce qui nous est d'une nation, et c'est tout à fait inhabituel dans la Macronie. Il est inhabituel ou tout à fait il est tout à fait inhabituel. Oui, vous avez 3 ou 4 discours, vous en avez un tous les 3 mois à peu près, quand ça doit chauffer trop. Il faut rappeler que quand même, il y a une république et il y a une nation. Il ne rappelle pas beaucoup la nation d'ailleurs, il rappelle beaucoup la République. Mais lorsque j'entends par exemple le chapitre sur la liberté, qui me tient à cœur. Il me semble que c'est quand même le premier mot de notre devise. Absolument. La liberté. Il y a tout un chapitre là-dessus. Non, tout un chapitre. Il y a 6 ou 7 lignes. Non, je les ai devant moi, il y en a au moins 12. Et quand on voit qu'on enferme les Français actuellement pour une menace inexistante, je trouve que parler de liberté, c'est un peu gros. Alors j'aimerais qu'un jour, ils mettent ces discours en œuvre. Bon, d'accord. Moi, je rebondis encore sur un autre truc, parce que j'étais en train de terminer ça, mon propos précédent. C'était la notion, dans la novlangue, où il apporte la notion de séparatisme par rapport au communautarisme. Et il a décidé, finalement, de balayer d'un revers de main la montée en puissance du risque communautariste pour l'attraper et le globaliser dans la notion de séparatisme. Avec cette possibilité pour l'auditeur de comprendre qu'on peut aussi bien parler du séparatiste breton, ou corse, que des montées. Voilà. Et quand il dit que aucun dieu, et là il parle un peu en souverain de l'univers, aucun dieu ne peut se permettre d'imposer une loi qui dépasse celle de la République. Évidemment, on l'entend comme ça, sauf qu'on sait de quel dieu on parle dans ce cas-là. Et pourquoi ne pas le citer clairement ? Et encore une fois, c'est pas pour le citer clairement. Moi, je suis pas pour faire la guerre avec l'islam. Je suis pour qu'on ait un vrai dialogue interreligieux. Mais quand il met ça dans le même panier,
la plus grande majorité des Français aujourd'hui athées bien pensants va se gargariser derrière ça et va effectivement considérer que le communautarisme n'est pas finalement le problème, mais c'est bien le séparatisme. Et je trouve que cette distinction de langage annonce rien de bon pour les campagnes qui arrivent en 2022. Merci François. Il y a une chose qui m'a frappé dans ce discours, et je pense inhabituel dans un discours de président de la République, c'est qu'il a toujours parlé des devoirs avant les droits. Et il l'a fait à plusieurs reprises. Ce n'est pas juste en passant, il l'a cité au moins 3 ou 4 fois. Et ça m'a paru presque un renversement de perspective par rapport... On n'imagine pas François Mitterrand dire ça. C'était bien son tort. On n'imagine pas Chirac le dire aussi. C'était bien leur tort. C'était bien leur tort. Absolument. Et en cela, il rectifie quelque chose. Oui, mais tout à fait. Le seul problème, c'est que ça reste toujours des paroles. Voilà. Mais oui, on se paye de mots. Hein. Il l'a même redit après, justement, lorsqu'il a rencontré les nouveaux Français et les jeunes. Il a à nouveau beaucoup parlé de devoirs. Donc apparemment, c'était vraiment un message qu'il souhaitait faire passer. Espérons qu'il, effectivement, le tient fortement ancré dans sa volonté, mais on ne peut plus s'empêcher de douter dès qu'il ouvre le bouche. En somme, il est complètement dans la campagne présidentielle de 2022. Ouais, il veut rafler un électorat des Républicains qui devrait remplacer l'électorat de gauche, l'aile gauche des macronistes qui s'absentent maintenant de la Macronie et qui se tournent vers les Verts. Et donc, il faut qu'il récupère à droite ce qu'il a perdu à gauche. Donc, il droitise à l'évidence son discours. Je pense qu'il y aura encore un certain nombre de pigeons qui vont se laisser appâter par ce subterfuge qui me semble assez grossier. Et hélas, le problème, c'est qu'il y a une certaine crédulité dans l'électorat, il faut bien le dire, et surtout parce que les gens ont tellement peur d'un changement radical de la scène politique française qu'ils préfèrent reconduire, ils préféreront peut-être reconduire Macron. On en reparlera. Alors là, c'est vraiment un sujet sur lequel on reviendra. En fait, ce qu'on peut considérer être comme le grand dépeçage des LR entre, d'un côté, le Rassemblement national qui veut en prendre une partie, via Marion Maréchal, mais également Marine Le Pen, et puis le président de la République, la Macronie, qui est en train de changer un petit peu d'un cheval de gauche. Ils vont mettre un cheval de gauche, un cheval du centre, un cheval du centre et un cheval de droite. Voilà, exactement. D'accord. Ok, très bien. Écoutez, merci de nous avoir écoutés pour ce deuxième sujet. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet de cette émission. Et merci, vraiment, il y a du niveau. Hein. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. À tout de suite. Rebonjour, troisième et dernier sujet de l'émission 69 de Tête à Clash. La Turquie contre la Grèce. Est-ce qu'un choc des civilisations, est-ce que cette chasse aux hydrocarbures, c'est quand même ça d'abord, hein, dit autre chose sur Erdogan, sur sa volonté de restaurer l'Empire ottoman, sur sa volonté de prendre la prééminence sur ce bassin de la Méditerranée. Dans tous les cas, clairement, il y a 2 pays de l'OTAN. Il y a un pays de l'Union européenne, un pays qui aurait bien aimé, mais ça ne va pas se produire. Voilà, c'est ça le sujet. Et vraiment, je me tourne vers Laurent Arthur Duplessis parce que je sais qu'il a des choses très pertinentes à nous dire. Laurent. Eh bien, c'est tout ça à la fois. En 2005, j'avais écrit un livre sur la Turquie où je disais, quand Erdogan en aura fini avec l'armée turque, qui était à l'époque une puissance politique, c'était un despotisme éclairé et laïque. D'accord. Quand il en aura fini avec l'armée turque, c'est-à-dire en cédant des critères de Copenhague édités par l'Union européenne pour les États candidats à l'adhésion à l'Union européenne. Donc, critères de Copenhague, c'est liberté publique, de pluripartisme, etc. Ça, c'était du temps où Erdogan voulait rentrer en Europe. Il faisait semblant. Il faisait semblant et il a manipulé. Il faisait semblant de se mettre en. Il a manipulé la jobardise européenne. D'accord. Pour dire aidez-moi parce que je lutte pour les libertés publiques, donc j'affaiblis la dictature militaire kémaliste, car je suis un islamo-démocrate comme il y a des chrétiens démocrates en Allemagne. Aidez-moi. Donc, et Bruxelles et Washington l'ont aidé. Conclusion, une fois qu'il a eu cassé les reins de l'armée turque complètement, eh bien, à ce moment-là, il a fait ce que j'avais annoncé en 2005, c'est qu'il a fait
marche arrière à 180 degrés. Il a réislamisé l'État turc et la société turque, et il a saccagé les libertés publiques que dans un premier temps il avait encouragées. D'accord. Et il est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire un dictateur islamiste. À l'époque, en 2005, quand j'avais publié ce bouquin, je me souviens que la jobardise était universelle. J'étais le seul à écrire ça. J'étais tout seul. Ouais. Tout le monde disait c'est merveilleux, c'est le pont entre l'Orient et l'Occident, Erdogan. Erdogan, c'est la réconciliation de l'islam avec la démocratie, etc. La jobardise était universelle. Hein. Aujourd'hui, hélas, j'avais entièrement raison. Aujourd'hui, on a un dictateur islamiste qui, justement, joue sur plusieurs tableaux. Comme l'économie turque est vraiment en très mauvais état. Ouais. Il a besoin de faire diversion par l'épopée à l'extérieur. C'est vieux comme le monde, ça. Bien sûr. Deuxièmement, il est clair qu'il y a un enjeu gazier énorme, effectivement, et que les eaux territoriales grecques limitent énormément les velléités turques en matière d'eau territoriale. Parce que la Grèce, juste pour le préciser, la Grèce possède une île qui s'appelle Castellorizo, qui est à 3 km de la frontière turque. Et par des accords internationaux, le fait d'avoir ce point-là, qui est à 3 km de la Turquie, mais à 500 km de la Grèce, permet d'étendre les eaux territoriales. Et ça, et puis la poussière d'île dans la mer Égée. C'est un petit peu plus compliqué que ça, si je peux me permettre, Franck. C'est pas à cause de cette... En fait, cette île-là n'est pas en enjeu pour ça. C'est déjà le problème. Et je pense que, pour ma part, autant je peux partager avec Laurent un certain nombre de points de vue sur Erdogan, et je suis à la cheville de Laurent en matière d'analyse géopolitique sur la Turquie, autant, moi, sur ce débat-là, et sur cette histoire de Grèce et de Turquie, je suis très impressionné parce que je me suis intéressé du coup à la fameuse ZEE, cette fameuse Z économique exclusive. Et les cartes, et si on peut en mettre une en incrustation, on le fera, enfin je la transmettrai. La carte est quand même violemment choquante de la ZEE grecque contre, par rapport à ce qui est resté ou qui est laissé par les agréments internationaux, par les traités internationaux, à la Turquie. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé de 12 000 des côtes à 6 000 pour justement permettre quand même à la Turquie d'avoir un petit peu d'espace. Oui, sauf que ces accords, d'ailleurs, n'ont pas été ratifiés par la Turquie. Oui, voilà. Je crois que c'est ça. J'allais venir. Non, mais il y a une tolérance. Il y a une tolérance. Mais c'est déjà la troisième fois qu'il spécifiquement. J'allais venir. Il est clair qu'il y a un sujet, c'est qu'effectivement, dans cette répartition des eaux territoriales, la Turquie est profondément lésée. Oui. Bon, ça, il y a un sujet. Alors, simplement, au lieu d'accepter, Erdogan, au lieu d'accepter de négocier, parce qu'Athènes lui propose des négociations, l'Union européenne aussi, et même les Américains maintenant, Erdogan dit non, ça ne l'intéresse pas de négocier. Ce qu'il recherche, Erdogan, ce n'est pas de négocier. Ce qu'il recherche, Erdogan, c'est de faire exulter son électorat islamisant, notamment du plateau anatolien, et puis des grandes banlieues des villes côtières qui sont peuplées de gens qui viennent du grand plateau anatolien et qui sont ces électeurs et qui ont été formés dans les écoles religieuses, c'est là où ils ont appris l'alphabet, etc., eh bien, il veut exalter l'orgueil islamo-nationaliste de cet électorat, auquel s'adjoint l'électorat nationaliste traditionnel, qui n'est pas islamiste, mais qui fait nostalgique de l'Empire ottoman, c'est ça? Oui, complètement. Et d'ailleurs, et alors Erdogan, il ne cherche pas à négocier, parce que ça manque d'éclat, ça manque de panache. Il veut au contraire montrer qu'il défie la Grèce, qu'il défie la France, qu'il défie l'Occident, et il veut montrer qu'il est le futur grand calife. Alors on peut dire que c'est un fantasme ridicule, mais en tout cas, c'est un fantasme qui est un moteur de la vie politique électorale turque. D'ailleurs, il n'est que de voir le succès en Turquie de feuilletons sur Soliman le Magnifique, sur Mehmet II, etc., sur la prise de Constantinople. Mais Laurent, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de guerre quand on voit que la Grèce achète des Rafales, que la France envoie je ne sais quelle corvette et compagnie? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un petit incident qui dégénère? Oui, de toute façon, il peut y avoir un risque de dérapage, puisqu'en effet, quand il y a des concentrations de forces sur une surface réduite et de forces qui sont hostiles les unes aux autres, il y a de toute façon
toujours des risques de dérapage. Okay. Mais il y a Gérard, je peux vous dire, vous lui tournez le dos, mais moi je vois sa tête et il dit non, 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 non. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est il quoi a votre raison. point de vue? Ah oui. Non, il a tout à fait raison. C'est moi qui dis non, c'est moi qui dis non. C'est toi. Je veux dire, Non, Pardon. Parce qu'on n'est jamais totalement sûr que ça ne dérape pas à un moment ou à un autre. C'est ça le problème. Okay. Et alors, effectivement, les Grecs ne veulent pas se laisser faire, alors que les Allemands voudraient qu'ils se laissent faire. Oui, parce qu'ils ont beaucoup de Turcs chez eux. Oui. Alors que Mitsotakis, lui, également, il est sur une position forte parce qu'il a également un électorat qu'il a élu sur cette position-là. Hein. Voilà. Et d'autre part, Angela Merkel, qui a vu ce qu'il lui en a coûté politiquement d'avoir permis à 1 million d'immigrés d'arriver en 2015, elle vit sous la terreur que, à nouveau, Erdogan rouvre le robinet de l'immigration. Oui. Et d'autre part, les États-Unis n'ont pas envie de faire beaucoup pression sur la Turquie parce qu'ils ont la base d'Incirlik en Turquie, qui est une base géante, qui est une plateforme stratégique essentielle Bien pour sûr. les projections au Moyen-Orient, etc. Bien sûr. Et puis, d'autre part, la Turquie étant membre de l'OTAN, les États-Unis, Comme la Grèce, vivent dans la hantise que la Turquie soit de plus en plus, en quelque sorte, sécessionniste de l'OTAN. Elle a déjà acheté des S-400 aux Russes. Washington n'a pas trop osé faire de scandale, mais quand même a interdit qu'on construise le F-35 en Turquie, moyennant quoi il est clair que si la Turquie continue à narguer à ce point l'OTAN, ça va plonger l'OTAN dans une crise de plus en plus profonde. Les Américains mettent donc... On va céder la parole à Gérard. Merci. Ouais, mais... Gérard Delépine. Docteur Gérard Delépine. Il faut quand même... Oui, je ne suis pas docteur en histoire, malheureusement. Mais bon, il faut se rappeler quand même l'histoire récente. Ouais. Hein. La Turquie a été un colonisateur forcené, qui a envahi le Maghreb, l'Égypte, et la Grèce, et la Bulgarie. Et je dois dire que... Enfin, récente, ça a quelques centaines d'années quand même. Enfin, ça fait moins de 2 siècles, quand même. En 14-18, ça s'est terminé. Mais... C'est vrai, ça s'est terminé. Donc, et les Grecs ont un très mauvais souvenir de la colonisation turque. Bien sûr. Donc on peut comprendre qu'ils soient un peu angoissés. Ouais. Et les Grecs n'ont clairement pas les moyens militaires par rapport à la Turquie. Et ils n'ont pas le nombre d'hommes. D'où l'aide de la France. D'où l'aide de la France. Et je pense que pour une fois... Le problème est de savoir... C'est une blague. Quoi On va laisser Gérard s'exprimer. Non, c'est pas tout à fait une blague. Non, l'aide de la France, c'est une blague. Non. Alors là, c'est une erreur. Nous n'avons pas les moyens militaires de nous projeter. Oui. Non, ça c'est sûr. Bon, d'accord. Mais on peut donner la supériorité aérienne aux Grecs. Et ça, les Turcs, comme ils ont massacré leurs aviateurs assez récemment, au soi-disant coup d'État, c'était l'armée de l'air quand même qui était là. C'est elle qui a essayé de tuer d'ailleurs Erdogan. Et donc il y a eu des coupes très sombres dans l'armée de l'air turque actuellement. Oui. Or un pilote, ça ne se forme pas comme ça. Je suis pilote d'avion privé. Mais les S-400, ça tire vite quand même. Qu'il faut beaucoup d'années pour former un pilote capable de se battre. Ouais. Même avec un avion moderne, même si les Russes donnaient des avions très modernes, à moins qu'ils les pilotent eux-mêmes, qu'ils ont aussi des pilotes, mais ça m'étonnerait beaucoup que les Russes aillent... Ce serait gonflé, ça. Ils n'oseraient pas faire ça, puisqu'en Syrie, ils se sont trouvés face à face avec les avions de la Turquie. Donc, actuellement, il faut bien comprendre, si c'est une guerre, ce sera une guerre d'abord sur la mer, au début. Or, il faut des supériorités aériennes. Sans supériorité aérienne, vous ne pouvez rien faire. Je prétends qu'avec 50 avions Rafale, ils empêcheront la Turquie d'avoir la supériorité aérienne. On n'est pas à 50. François, un petit mot et ensuite je vais céder la parole à Valérie. Moi c'est vraiment, je ne sais pas si je devrais laisser la parole à Valérie tout de suite parce que je trouve hilarant qu'on puisse parler de guerre devant une situation comme celle-là. Évidemment, on n'est jamais à l'abri, et l'histoire nous l'a prouvé, d'un dérapage. Voilà. On sait que ce n'est pas François Ferdinand qui a déclenché, la mort de François Ferdinand qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Elle a été fomentée bien avant et bien préparée par beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas de, on n'attend pas l'étincelle qui va faire que. Et là, il n'y a pas de guerre prévue avec la Turquie aujourd'hui, pour une bonne et simple raison qui me paraît évidente, c'est que, Erdogan a la trouille et de Trump et de Poutine. Donc il est en train de ménager la chèvre et le chou. Et là où je rejoins complètement Laurent, c'est qu'effectivement la jobardisation est à son comble. Et que là où c'est quoi la jobardisation? La jobardisation, c'est la façon dont l'Europe est complètement pieds et poings liés sur cette situation. À cause des migrants, c'est ça? Mais pas seulement à cause des migrants, parce qu'on est nul. Parce qu'on est nul en termes de politique internationale. La mentalité des dirigeants européens qui ne savent pas penser les relations internationales autrement que de manière bisounours. L'Union européenne
et le temple de l'esprit bisounours. Ouais. On entend des invocations pieuses comme quoi il faut que l'Europe commence à être une puissance. On voit des dirigeants à Bruxelles qui commencent à parler comme ça, mais ils sont tellement dérisoires, ils sont tellement en dessous du niveau qu'on ne peut pas imaginer de toute façon qu'ils soient capables de tout cela. Et c'est là où on voit une chose, c'est que finalement, ce sont les États-nations qui sont capables de faire acte de puissance et non pas Bruxelles. Et Erdogan le sait. J'ajouterais peut-être un angle peut-être plus national, finalement, les répercussions de tout cela. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir finalement la diaspora turque en France comme en Allemagne, très présente en Allemagne. Très présente en Allemagne, ce qui peut aussi influencer la manière dont Angela Merkel réagit différemment de Macron. Mais dans tout cela, il y a un jeu un peu de corrida, donc avec Erdogan, avec des paroles extrêmement dures. Il a reproché à la France les massacres en Algérie, le Rwanda, etc. En disant, tout ça pour faire oublier les Arméniens. Beaucoup de choses, alors que voilà, et tout ça est encore très vivace chez les Grecs, c'est encore très présent dans les familles. Dire que les Bulgares aussi. Les mémoires familiales sont là. Bien sûr. Je pense que ce qui devrait nous préoccuper, c'est justement tous ces Turcs qui sont dans nos pays et qui sont extrêmement attentifs à l'attitude d'Erdogan, qui ont une oreille... Et pas que. Et peut-être pas que en plus, qui ont une oreille très bienveillante à l'égard de ces discours avec un islam conquérant. Oui. Et ça, tout ça, on les a chez nous. Vous pensez qu'il y a une sorte de menace intérieure ? Ce sont des petits détonateurs. Oui. Je vais vous citer un fait qui s'est passé fin juillet dans la région lyonnaise, à Dessines-Charpieu. Un groupe qu'on appelle les Lougris, de Turcs. Oui. Ils se sont attaqués à des Arméniens à ce moment-là, de manière très forte. Ça a vraiment failli virer au massacre. Journaux, et ils en appelaient vraiment ouvertement au soutien financier et demandant à être armés par Erdogan, en disant ainsi, en France, on pourra faire ce que nous voulons faire. Vous pensez à une répercussion intérieure ? Tout à fait. Et ça, on joue. Et je pense qu'Emmanuel Macron joue aussi. Angela Merkel, elle a son tempérament, elle a son pays, elle a cette... Puis elle est en fin de règne. Elle est en fin de règne. On va voir ce qui va se passer après, bien qu'il y ait des différences. Mais Macron, lui, je pense qu'en même temps, il joue un peu avec les allumettes. Vous pensez que ça... En nous la jouant, je suis celui qui résiste, etc. Il joue aussi avec les allumettes et c'est à notre figure que tout ça pètera. Et d'ailleurs, à l'appui de ce que vient de dire Valérie, il faut noter qu'il n'y a pas que la diaspora turque qui est enthousiasmée par les postures d'Erdogan. Il y a aussi les diasporas musulmanes d'autres pays. Et il faut voir aussi autre chose, c'est que les opinions publiques des pays musulmans acclament largement Erdogan lorsqu'il fait ses provocations anti-occidentales. Et ça rejoint l'idée de l'antagonisme islamo-occident. C'est en gestation de manière de plus en plus évidente, et plus la crise économique et financière mondiale va s'intensifier, et plus il va y avoir le réflexe, qu'on retrouve d'ailleurs en Chine, etc., le réflexe de chercher à travers le bouc émissaire étranger la fuite, l'éviction, l'évitement de la surchauffe des opinions publiques. Plutôt que de rendre des comptes à son opinion publique, on désigne un ennemi extérieur. Pour le monde musulman, c'est l'Occident. C'est ce que Erdogan pratique de main de maître, mais qui risque de se propager. Et on n'a encore rien vu. Allez, on a largement explosé tous les délais des 3 sujets d'ailleurs. C'est comme ça. C'était vraiment passionnant aujourd'hui. J'espère que vous partagez mon opinion. Madame, messieurs, merci de votre présence. Merci de votre savoir. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission de Tête à Clash. À bientôt.